Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va continuer encore pour quelques diapos sur la collision des cordes et après on va changer de sujet. Désolé, hein, je me rends compte que ce sont des choses assez poussées, assez techniques. C'est un peu la recherche qu'on fait aujourd'hui en ce moment. Donc, ce sont des choses un peu techniques, comme je l'ai dit. Les semaines prochaines, peut-être, on va faire ça va se calmer un petit peu parce qu'on va parler de cosmologie et des choses un peu plus qualitatives, si vous voulez. Mais là, disons, ce sont vraiment des calculs et il y a beaucoup derrière, c'est ce que je raconte. Alors, on appelait ça une crise énergétique. Bon, il y avait eu quelque chose de semblable en physique des particules il y a pas longtemps. Donc, qu'est-ce que c'est cette crise énergétique? Si on prend donc l'approche que j'ai illustrée dans les 2 dernières semaines, on peut aussi calculer à travers ces diagrammes type H et généralisation plus compliquée, les spectres d'énergie et d'impulsion des gravitons émis. Et en certain point, on produit beaucoup de gravitons et on peut voir l'émergence même d'une onde gravitationnelle qui est émise dans le processus. Mais regardons plutôt les spectres d'énergie des gravitons émis. Donc, on regarde la quantité d'énergie dans un graviton comme fonction de son impulsion transverse, c'est pour ça qu'il y a les deux cas, et de sa fréquence ou énergie. Bon, si on utilise ces formules-là, disons, on trouve une exponentielle de cette forme-là. Donc, vous voyez, ça veut dire que l'impulsion transverse par rapport à la direction des mouvements est coupée. Il y a une coupure à 1 sur B, et ça c'est bien, c'est exactement ce qu'on attend. Mais par contre, il y a une coupure dans l'énergie du graviton émis qui est donnée par l'inverse de ce facteur-là, donc une coupure à B2 sur R3. Donc, on est ici dans le régime où, si vous voulez, les paramètres qui caractérisent les corrections classiques, vous vous rappelez, c'est un GS fois RD sur FB, est beaucoup plus grand que 1, tout en ayant R sur B petit. On joue sur le fait que GS est aussi grand comme on veut, parce qu'on est transplankienne, et donc on peut avoir ce produit beaucoup plus grand que 1 même si R sur B est petit. Donc, dans ce régime-là, on a une grande production de gravitons et on peut calculer les spectres d'énergie et d'impulsion de ces gravitons et on trouve une formule comme ça. Alors, on peut s'amuser, c'est très facile, d'intégrer cette distribution, vous voyez là, sur l'impulsion et la fréquence, donc si vous voulez sur les 3 coordonnées, sur les 3 composantes de l'impulsion du graviton. Je divise, pour avoir quelque chose sans dimension, par la racine de S, et donc le résultat correspond à la fraction d'énergie initiale qui va être émise en onde gravitationnelle. Ce serait ça l'interprétation physique de ces calculs-là. Mais si j'ai fait ces calculs-là à cause des exponentielles, j'obtiens des facteurs, vous voyez 1 sur B et ensuite. Donc, regardons ça de près. Je divisais ça par racine S, donc j'obtiens un G racine S, un R2. L'intégrale sur D2K me donne 1 sur B2. L'intégrale sur oméga
mais dans B2 sur R3. Mais vous voyez que là, il y a des compensations de tous les facteurs, B, B2, B2, R2, R3, mais G racine S, c'est encore un facteur R. Donc, j'obtiens quelque chose de l'ordre de 1. Et je suis un peu inquiet, hein, parce que c'est comme dire que la fraction d'énergie émise en onde gravitationnelle devient de l'ordre 1, hein, parce que je ne vais pas regarder des facteurs numériques, donc ça peut être 10%, 5% même. Mais cette grande émission d'énergie en onde gravitationnelle a lieu déjà quand le paramètre R sur B est petit, et le paramètre R sur B correspond à l'angle de déflexion. Donc, j'ai un processus de collision à très haute énergie avec un petit angle de déflexion parce que B est grand. Et pourtant, je trouve ce résultat que l'émission d'onde gravitationnelle est très importante. Hein. Une fraction de l'énergie initiale est émise en onde gravitationnelle. Ce serait des très bonnes nouvelles pour les gens qui cherchent les ondes gravitationnelles, si vous voulez. Mais est-ce que c'est un peu bizarre, point de vue relativité générale? Bon, la réponse à cette question est liée à une autre question que j'appelle Q', hein, c'est-à-dire quelle est effectivement la Q pure sur la fréquence des ondes gravitationnelles émises dans une collision à petit angle de déflexion. Hein. C'est un problème qui, en principe, est bien posé en relativité générale. Hein. Je peux étudier ce problème et étudier les spectres, la quantité d'énergie émise. Donc, ce sont des calculs un peu standards en relativité générale. On trouve beaucoup d'exemples où on fait exactement ces calculs. On prend un système d'étoiles binaires et c'est ce qu'on cherche toujours, c'est la quantité d'énergie émise en ondes gravitationnelles. Alors, mais malheureusement, ce cas-là, comme il est un peu trop théorique, n'a pas été étudié, hein, parce que c'est des collisions ultra-relativistes, hein, à la vitesse de la lumière, avec des particules sans masse et à des énergies transplanckiennes. Donc, ce n'est pas le cas que l'astrophysicien typique considère. Donc, la réponse n'est pas connue. J'avais plusieurs diapos avec des papiers où on discute de différents régimes, mais personne ne discute ce régime-là. Alors, moi, j'ai mon idée là-dessus, mais je suis prêt à la changer. Hein. C'est vraiment un guess, comme on dit en anglais, que cette énergie maximale devrait plutôt être 1 sur R. Je peux vous donner les raisons, mais c'est un peu compliqué, donc je vais vous épargner ça. Donc, si ça serait les vrais résultats, on devrait modifier cette exponentielle avec oméga R3 sur B2 de la façon suivante. Oméga fois R, parce que si on met E exponentielle moins oméga fois R, ça veut dire qu'il y a une coupure sur oméga de l'ordre 1 sur R, n'est-ce pas? Et si c'était ça les vrais résultats physiques, tout ira mieux, je pense, parce que si on intègre maintenant cette expression-là pour calculer la fraction d'énergie émise en onde gravitationnelle, on obtient quelque chose qui est un peu plus normal, c'est R2 sur B2, ça veut dire que c'est quelque chose qui est encore petit, sauf si on est tout près du régime d'effondrement. Quand il y a le régime d'effondrement, on a beaucoup de résultats qui nous disent qu'une fraction finie de l'énergie initiale est émise et le reste forme les trous noirs. Ça, c'est tout à fait normal. Ce que c'est un peu anormal, c'est d'avoir cette grande émission d'ondes gravitationnelles quand il n'y a pas du tout formation de trous noirs. Donc, mais ça veut dire que si ça devrait être les vrais bons résultats, hein, ou
les résultats attendus par les analyses classiques du problème, ça jetterait un doute sur les approximations qu'on avait faites dans l'approche ACV, en particulier sur cette dynamique longitudinale. Hein, parce qu'en effet, toute cette énergie émise en ondes gravitationnelles est une énergie qui ne va pas dans les directions transverses. Là, c'est bien borné par 1 sur B, mais c'est de l'énergie qui est émise en ondes gravitationnelles le long des lignes de collision, de la direction de collision. Donc, comme c'est exactement sur cette dynamique longitudinale qu'on a fait des approximations très sévères, très drastiques, peut-être c'est là le point faible de notre approximation. Et pourtant, il y a les bons résultats que j'ai illustrés dans la première heure. Bon, il y a quelque chose quand même qui ne dépend pas de ces détails, et c'est-à-dire que si j'utilise cette formule-là ou si j'utilise cette formule-là, c'est quand même vrai que quand on est à des grands B par rapport à R, les impulsions typiques des gravitons sont parallèles à la direction du mouvement. Donc, à des grands B beaucoup plus grands que R, les gravitons sont produits à des petits angles, donc le long de la direction de la collision, tandis que quand B devient de l'ordre de R, alors toutes les formules coïncident, hein, parce que si on prend B de l'ordre de R, tout est égal, hein, ici, là, et on obtient des distributions de gravitons qui sont beaucoup plus isotropiques, sont plus directionnels, et il y a aussi une forte croissance du nombre de gravitons émis. À nouveau, on trouve que le nombre moyen de gravitons émis croît comme la puissance 2 de l'énergie, et donc, à nouveau, chaque graviton a une énergie caractéristique qui décroît avec l'énergie, parce qu'on doit diviser l'énergie totale entre un grand nombre de gravitons. Et donc, on obtient des énergies typiques des gravitons finales qui sont à nouveau, pour rappeler déjà, on avait obtenu ça dans le régime dominé par la taille de la corde, de l'ordre de la température de Hawking. Dernier commentaire sur la collision des cordes. Qu'est-ce qu'il se passe si on traverse ces points critiques dans le paramètre d'impact? On a étudié dans ces papiers avec mes collaborateurs comment l'action, je rappelle encore une fois, l'action est ce truc-là qui va à l'exposant de la matrice S, dépend du paramètre d'impact tout près du point critique. Et on a trouvé quelque chose d'assez général et assez amusant. Disons, je regarde là la différence entre l'action à un paramètre d'impact générique, tout près de BC, et l'action exactement à B égale BC. Donc, cette différence va à 0 quand B va à BC, évidemment. En unité de GS, donc c'est ce nombre pur là, et on obtient un terme qui s'annule d'une façon tout à fait régulière, linéaire, donc pas trop. Mais après, on obtient, si vous voulez, la solution devient complexe, et si on l'utilise, on obtient que l'action devient complexe, et le comportement est du type, vous voyez, une puissance 3,5 de la distance B moins B critique. Et donc, ça veut dire que l'action qui, je vous rappelle encore une fois, est dans l'exposant de la matrice S,
prend une autre partie imaginaire quand on va à B plus petit que BC. Hein. Cette fonction-là est réelle si B, pardon, je n'arrive jamais à pointer, ou ouais, il y a peut-être plus de batterie, oui, un tout petit peu. AB plus grand que BC est réel, mais une fois que B est plus petit que BC, cette fonction-là prend une partie imaginaire. Et donc, elle donne une ultérieure suppression de la matrice S élastique. Si vous voulez, il y a une perte de probabilité pour les processus élastiques, comme si il y avait des nouveaux voies qui s'ouvrent pour l'état final. Et évidemment, si on est très optimiste, on dit, bon, effectivement, parce qu'on a formation des trous noirs, donc cette nouvelle partie imaginaire de l'action correspond à la formation des trous noirs. Le problème est qu'on n'a pas pu vraiment comprendre dans les détails comment interpréter cette partie imaginaire en termes d'états finaux, et donc, disons, c'est encore un peu incertaine l'interprétation de cette partie imaginaire, et il peut même avoir une suspicion qu'à nouveau, ce comportement de l'action est en effet une conséquence de l'approximation qu'on a faite. Alors, pour cette raison-là, pour tant d'autres, dernièrement, on s'est tourné sur un problème qui apparemment est plus compliqué, mais en effet, elle est plus abordable. Et donc, c'est le dernier sujet que je vais présenter dans le cadre des collisions, c'est les collisions entre une corde et un système de brins. Hein. Les brins, on l'a introduit déjà. Donc, c'est ce qu'on fait, c'est de considérer comme une pile, on empile un grand nombre, que j'appelle grand N, de brins. Ils sont coïncidents dans le sens que vraiment ils sont dans le même endroit dans l'espace-temps. Ce sont des pi-brins, c'est-à-dire, je vous rappelle qu'un pi-brin, c'est un objet à P dimensions, mais bon, il faut penser au temps aussi. Hein, donc, leur surface d'univers a P plus 1 dimensions. Donc, ces P-brins sont dans notre espace à 10 dimensions, parce qu'on est dans le contexte toujours d'une théorie des supercordes qui est cohérente seulement dans cet espace à 10 dimensions. Alors, on peut désigner avec x alpha, avec alpha qui varie entre 0 et p, les coordonnées dans l'espace des brins, où sont les brins, et avec xi, avec i qui va de 1 à f moins p, les coordonnées qui sont orthogonales au brin, c'est-à-dire qu'on a mis nos brins à xi égale 0, hein, par convention. Donc on a fixé f moins p coordonnées qui correspond aux conditions de Dirichlet, comme vous vous rappelez, à x égale 0. Peut-être un dessin peut nous aider, mais bon, d'abord, disons un mot. Alors, on prend maintenant une corde fermée. Rappelez-vous que les cordes ouvertes ont leur extrémité fixée au brin de Dirichlet, mais les cordes fermées peuvent bouger dans tout l'espace-temps. Donc, on prend une corde fermée qui bouge dans tout l'espace à 10 dimensions et on l'envoie vers notre système de brins et on veut étudier qu'est-ce qu'il passe. Donc, je fais maintenant le petit dessin. Évidemment, comme on est dans un espace à 10 dimensions, c'est très difficile à les dessiner. Donc, j'ai décidé de supprimer plusieurs dimensions. Vous voyez que mon système de brins
voilà, il est dessiné comme une ligne, mais on peut penser que ces lignes-là sont des p-branes, donc c'est un espace à p plus une dimension. Alors, comme on est à 10 dimensions, il y a 9 moins p dimensions transverses que j'ai dessinées comme ces plans-là. Et on envoie une corde fermée, disons, faire une collision ou une interaction. Hein, ce n'est pas nécessaire qu'il y va directement contre. Une collision avec ces piles de branes. Alors là, j'ai essayé de dessiner ma corde fermée qui arrive. Elle bouge sur les plans, donc elle bouge dans une direction qui est transversale par rapport au système de branes. Pourquoi je peux faire ça? Parce que rappelez-vous que ces branes, comme ils sont fixés à un certain point dans l'espace transverse, ils brisent l'invariance par translation dans cet espace transverse. Par contre, il y a invariance par translation dans les directions des brins elles-mêmes. Donc, on peut démontrer avec les arguments usuels qu'on a conservation de l'énergie et on a conservation, parce que rien ne dépend du temps, et il y a conservation de l'impulsion et aussi des transformations de Lorentz dans les directions des brins. Comme conséquent, on peut toujours faire des transformations de Lorentz et se mettre dans un système de repères où la corde fermée arrive exactement avec une impulsion orthogonale au système de brins. C'est plus facile de décrire les choses dans ce système-là. C'est pour ça que j'ai dessiné la corde fermée qui arrive comme s'il bouge sur ce plan orthogonal au système de brins. Il bouge, il arrive peut-être à une certaine distance b, qui est comme mon paramètre d'impact de tout à l'heure, et comme elle sent les champs gravitationnels produits par les brins, elle est détournée, déviée, et peut faire beaucoup de choses. Voilà. Donc, par exemple, l'angle de déflexion qu'on avait étudié tout à l'heure avec la collision des cordes, maintenant devient l'angle dessiné là. Donc, la corde fermée arrive comme ça. Il reste dans ces plans-là parce que je lui ai donné une impulsion nulle le long de la direction des brins. Et comme cette impulsion est conservée, elle ne peut pas partir dans d'autres directions. Mais elle peut bouger dans les plans transverses. Hein. On peut faire des mouvements. Alors, on connaît la géométrie, la métrique produite par ce système de brins. Je vous ai raconté il y a quelques semaines qu'on peut construire ce système de brins comme des solutions de la supergravité. Donc, on les connaît. Et la métrique, il y a une métrique donc, associée à ce système de brins, mais elle est accompagnée par d'autres champs. C'est un peu comme dans les trous noirs chargés, hein, où on a un champ électromagnétique et un champ gravitationnel. Là, il y a un champ gravitationnel, une métrique non banale, un champ de dilatons en général non banal, excepté si on prend P égale 3. P égale 3, c'est un cas un peu spécial, on va revenir là-dessus. Et aussi, on a une de ces formes de Ramonde-Ramonde. Donc, c'est un champ antisymétrique avec P plus 1 index, qu'on appelle C. Vous vous rappelez qu'on a parlé souvent de ça, donc qu'une pi-brane aime bien être la source d'un champ à P plus 1 dimension. Comme une corde à B mu nu, une particule a un champ en mu, une brane
aime bien se coupler à un champ avec P plus 1 composant, totalement antisymétrique. Alors, partout, il y a cette fonction H, grande H de R. R, c'est la distance transverse à la brane. Et vous voyez, c'est une forme en P type Schwarzschild, mais c'est différent. Il y a un plus au moins au lieu d'un moins ici. Et il y a une puissance de R qui dépend de P, simplement par la loi de Gauss, si vous voulez. Et la géométrie est caractérisée par un paramètre, l'analogue du rayon de Schwarzschild, que j'appelle RP. P, pour se rappeler que cet R dépend du P, du petit p de la brane, qui est donné par une formule comme ça. Alors, essayons de voir, à part des facteurs numériques, j'ai mis pour être complet tous les facteurs, même les facteurs 2 et pi ici. Mais la chose importante, c'est que Rp à la puissance 7 moins P, elle va comme la longueur de la corde, que ici j'écris comme racine de alpha prime, mais c'est la même chose que L string, Ls, à la même puissance, fois un facteur numérique, fois, et ça c'est le facteur important, Gn. Alors G c'est le même que Gs, N c'est le nombre de branes. Donc on va considérer une situation où la constante de couplage est tout petite, comme on a fait déjà tout à l'heure avec les cordes, et N est très grand. Alors si vous voulez, dans le cas de la collision des cordes, on jouait sur le fait que G était petit, mais l'énergie était très grande. Là, on va prendre aussi, parce que les rayons de Schwarzschild dépendaient du produit de D. Vous vous rappelez, J newton fois la racine de S. Et comme ça, on avait des R macroscopiques, si vous voulez. Là, on joue plutôt sur le produit Gn. G est petit, mais N, on le prend très très grand, donc beaucoup de branes l'une sur l'autre. Et donc, c'est de cette façon-là qu'on peut garder les rapports grandeur P sur Ls fini. Vous voyez. C'est vrai qu'on prendra aussi l'énergie de la corde fermée, très grande, parce que ça nous simplifie la vie. Et on va garder aussi les rapports entre R et B, comme dans le cas des collisions de cordes, fini. Donc, on a plusieurs limites et on doit les prendre de la bonne façon pour pouvoir justifier les calculs et avoir des régimes intéressants. C'est ça. Donc, on peut jouer sur ça. Mais la chose importante, c'est qu'on prend N très grand, G petit, et aussi l'énergie de la corde élevée. Alors, pour résumer, il y a à nouveau 3 échelles, un peu comme dans l'autre cas. Il y a les paramètres d'impact B, qui est aussi les moments cinétiques divisés par l'énergie. Il y a cette échelle RP de la géométrie qu'on aimerait voir émerger. Et après, il y a l'échelle de la corde. Et là, je rappelle que le rapport RP sur Ls peut être changé en variant Gn. Donc, comme on a 3 longueurs, on a un diagramme de phase qui ressemble beaucoup au précédent, avec une petite différence. C'est-à-dire que cette géométrie-là, pour l'instant, elle n'a pas vraiment un horizon. C'est à cause du fait qu'il y a ce signe plus, si vous voulez. Donc, ce système de branes ne représente pas un trou noir. Vers la fin, je dirais comment on espère modifier les problèmes pour avoir vraiment des trous noirs. Mais disons, pour l'instant, il n'y a pas de trous noirs. Donc, il n'y a pas vraiment un effondrement gravitationnel, mais par contre, il y a la capture, la particule ou la corde fermée peut être capturée par le système de branes.
Et j'ai rajouté cette note-là pour dire qu'en effet, comme dans les collisions entre cordes, on ne va pas faire l'hypothèse qu'il y a, on ne va pas travailler dans un espace-temps courbe, on va faire tout notre calcul dans l'espace-temps plat, mais en présence d'un système de Browne, échanger des gravitons entre la corde fermée et le Browne, et disons, on peut faire tout dans un contexte complètement cohérent, sans introduire la métrique explicitement. Mais à nouveau, on voit que cette métrique sort du calcul. Donc, ça, c'est ce qu'on avait tout à l'heure pour l'école, c'était juste pour comparaison. Il y a un diagramme que j'ai recopié du papier qui est assez similaire. C'est inutile de regarder tous les détails, donc il y a plusieurs lignes, comme dans celui-là, et en particulier, il y a la possibilité d'avoir des excitations du type marée. Il y a ces régimes où on peut se limiter à l'approximation, à la première approximation iconale, et après il y a des corrections. Et la différence, c'est qu'au-delà d'une ligne B de l'ordre de RP, classiquement, les trajectoires, les géodésiques classiques, au lieu d'arriver de l'infini et repartir vers l'infini, sont capturées. Donc, il y a la particule qui tombe dans le système de Browne. Donc, c'est ça le régime le plus intéressant dans ces contextes. Alors, pourquoi ce problème-là est plus facile que l'autre? C'est parce que même si la corde fermée a une très haute énergie, elle agit quand même comme une particule épreuve. Parce que les Browne sont infinis, donc c'est un système de masse infinie qui ne va pas être perturbé trop par l'arrivée de cette corde fermée. Donc c'est ça un petit peu c'est ce qu'il change par rapport au cas où on fait interagir deux particules légères, et donc effectivement on avait vu que seulement au premier ordre, on pouvait tout interpréter en fonction d'une métrique externe. Donc, on a fait des calculs au niveau arbre et au niveau boucle, et on retrouve que cette géométrie du système de Browne sort, par exemple, à travers la formule de déflexion de la particule incidente. Je vais vous montrer les résultats. Mais, au contraire du cas précédent, là, on peut faire des calculs beaucoup plus poussés. On a fait les calculs à l'ordre suivant, complètement. Aussi, je vais vous montrer les résultats. Et avec un accord parfait. Disons, là, c'est juste en recopiant les formules qu'on a trouvées. Donc, en faisant les calculs explicites à l'ordre suivant, on a trouvé que l'angle de déflexion varie en fonction du rapport R sur P de cette façon-là. Ça, on l'a trouvé en faisant des calculs directement sans utiliser la métrique externe. Donc, comme je dis, dans l'espace-temps plat. Et vous voyez, il y a un terme dominant qui, la puissance dépend de P. Donc, l'index 0, 1, 2, 3 est l'index P. Donc, et on a calculé les termes successifs. Et après, on a vérifié que ces formules de déflexion sont exactement ce qu'on obtient en relativité générale si on étudie les géodésiques dans la métrique que j'ai écrite. Ce n'est pas trop difficile de trouver
l'angle de déflexion d'asymétrique à symétrie sphérique. Par exemple, là j'aime bien cet exemple de P égale 3, on peut faire le calcul en relativité générale et on trouve que l'angle de déflexion est donné par cette formule-là. Vous voyez, c'est assez compliqué. C'est une fonction de ces paramètres K, petit k, où grand K, c'est une fonction elliptique du premier type, je ne me rappelle plus la définition exacte, mais disons, c'est donné par cette intégrale elliptique-là. Et petit k est donné par cette formule-là, où bêta est le fameux rapport R sur B. Donc, on peut aller sur les bouquins, étudier le développement de cette fonction en termes de bêta, et les deux premiers termes reproduisent exactement cette série-là. Mais je souligne à nouveau, on a fait les calculs indépendamment du résultat classique. Donc, c'est un calcul de boucles en théorie des cordes, c'était assez compliqué, surtout pour les termes, pour le deuxième terme. Alors, pas seulement ça, on peut aussi étudier les effets des forces des marées, parce qu'à nouveau, on a un champ gravitationnel et on fait collisionner une corde qui a une taille. Donc, on s'attend, comme dans les cas précédents, des effets des marées, et on trouve à nouveau des résultats qui sont complètement en accord avec ce qu'on obtient à l'ordre dominant en R sur B et LS sur B si on fait une quantification de la corde dans la métrique de la brane. Je vous montre un peu un schéma de comment on fait les calculs, mais disons, je peux dire tout de suite qu'on trouve à nouveau un paramètre d'impact critique en dessous duquel on a ce phénomène d'excitation due à la force des marées. Et c'est intéressant qu'à nouveau, ce paramètre critique est beaucoup plus grand que la longueur de la corde et les rayons gravitationnels. Pourquoi? Parce que vous voyez, si vous prenez cette formule-là, c'est ce qu'ils nous disent, c'est que si je prends l'énergie, racine S, c'est l'énergie de la corde fermée dans ce système de repères. Si je prends ça suffisamment grand, cette échelle BD devient plus grande de R et de la longueur de la corde. Et bon, il y a deux étudiants qui ont fait des vérifications de ça, même si on part avec des cordes fermées lourdes. Alors, ça, je ne prétends pas vous donner une explication de tous les détails, mais c'était juste pour souligner une analogie et une petite différence entre les cas de collision de cordes et les collisions sur brane. La métrique effective tout près de la géodésique, parce que, disons, la corde est sensible à la géométrie tout près de la trajectoire qu'elle traverse. Donc, on peut étudier cette géométrie et on trouve qu'elle est la géométrie plate, c'est tous ces quatre premiers termes représentent rien d'autre qu'une géométrie plate, et la seule différence de la géométrie plate est dans un terme UU, GUU ou HUU, qui a un coefficient de 20. Alors, si vous vous rappelez Eichelbusch-Sechsel, c'était aussi comme ça. Il y avait l'espace-temps plat et après un DU2 fois une fonction delta du. Alors, la différence, c'est qu'ici, il n'y a pas une fonction delta. Il y a une fonction de U qui est plus compliquée qu'une fonction delta, laquelle je peux développer en
en puissance des autres coordonnées. Et à l'ordre quadratique, là c'est la forme explicite, mais regardons plutôt ça. Donc cette fonction g est donnée par cette expression-là. Donc c'est un coefficient bien précis qu'on peut calculer fois les coordonnées x alpha qui sont les coordonnées parallèles à l'ébran, des coordonnées qui sont une coordonnée y0 qui est la coordonnée parallèle au paramètre d'impact, et finalement il y a 7 moins p coordonnées qui sont transverses à tout, que je ne peux pas dessiner parce que si je reviens sur mon dessin, voilà. Alors, vous voyez, il y a l'espace transverse à 9 moins p dimensions, mais j'ai une direction qui est la direction d'incidence, si vous voulez, hein, ou la distance radiale, disons, plutôt la distance radiale entre les brins et la particule, qui varie. Hein. Après, il y a ces paramètres d'impact qui fixent aussi une direction dans cet espace transverse. Et après, il y a 7 moins p dimensions transverses. Alors, la corde fermée vibre dans toutes ces directions. Et il faut voir les excitations de la corde dans toutes ces directions-là. Et donc, c'est ça qui est représenté ici. Donc, ça sont les dimensions qui sont transverses à notre plan de mouvement, mais ils sont aussi transverses par rapport au brin. Et donc, c'est très difficile de les visualiser. Par contre, c'est Y0, c'est la direction, dans la même direction du paramètre d'impact. Donc ça, on peut le voir. Et la direction R est absorbée dans U. Donc, on ne la voit pas comme fluctuation. Et en effet, on se met dans une jauge type cône de lumière où la coordonnée U est identifiée avec la coordonnée tau de la corde à un facteur d'énergie près. C'est ce qui nous donne une grande simplification si on prend E très, très grand, parce que comme cette fonction, ça sont des fonctions de U, sont en un support fini en U, elles décroît à grande U, disons, si on va à de grandes énergies, tau devient pratiquement zéro. Vous voyez? Donc, même si on n'a pas une delta de U comme en Eichelbusch-Sechsel, on a une distribution, une fonction de U qui n'est pas du type Dirac, les résultats nets pour tau à grandes énergies, c'est les mêmes. Vous voyez, dans la coordonnée des cordes, j'ai sigma et tau, mais au lieu de mettre tau, je mets U divisé par alpha prime et j'envoie E vers l'infini, donc ça devient 0. C'est pour ça que, vous voyez, là, ça devient 0. Une fois que la dépendance de U a disparu d'ici, je peux intégrer ces fonctions sur U. Si vous voulez, la corde fermée, elle va tellement vite qu'elle voit la géométrie contractée de Lorentz et donc elle interagit à tau égale 0 seulement. Donc, vous voyez, on réobtient quelque chose de très, très similaire à ce qu'on avait dans l'autre processus, mais avec des coefficients, des fonctions un peu différentes. Et, disons, ça, c'est les calculs faits. La chose amusante, c'est que ça, c'est les calculs faits en utilisant la géométrie et la quantification de la corde dans une géométrie non banale. Et ces résultats-là va avec les calculs explicites faits sans aucune référence à la géométrie. Donc, il y a un accord parfait entre les deux calculs. Bon,
la suite, sont des choses que vraiment on est en train de faire ce jour-ci, donc c'est vraiment du travail en progrès. Disons, on aimerait étudier deux choses. La première, c'est l'absorption de la corde dans des régimes comme celui où on a la longueur de la corde grande par rapport au rayon gravitationnel. Alors, c'est un peu l'analogue de ce qu'on a discuté, LS plus grand que B. Mais la différence cruciale maintenant, c'est... Donc, dans la collision des cordes, si vous vous rappelez bien, dans ces cas-là, on avait une production des cordes fermées et on avait étudié la distribution d'énergie de ces cordes fermées. Ici, par contre, on s'attend que l'énergie de la corde initiale va être dissipée sur les brins en donnant des excitations des cordes ouvertes sur la brane. Donc, on est en train d'étudier ces phénomènes-là. Et l'autre chose qu'on a beaucoup d'espoir de réussir à faire, c'est de faire une résommation de toutes ces corrections classiques. Donc, pas seulement ces deux premiers ordres que j'ai écrits explicitement, mais on espère pouvoir faire les calculs à tout ordre. Et donc, on pourra étudier ce qu'il se passe dans le régime où, classiquement, on a une capture, une absorption de la particule initiale par le système de Brane. Alors là, on aimerait avoir une description unitaire de ce système, de l'évolution du système. C'est ce que je pense n'est pas possible dans les cas ordinaires des collisions par un champ externe. Quand on a une absorption, on sait qu'on perd de la probabilité, mais on ne comprend pas trop bien où la probabilité va. Voilà, donc ça c'est les futurs. Et je termine avec un petit résumé, donc comme c'était assez compliqué, j'ai conscience de ça, de ces 4 derniers cours. Donc, on a regardé les collisions entre cordes dans l'espace-temps plat à très grandes énergies parce qu'on a dit que c'est un labo théorique pour étudier des questions conceptuelles très importantes, par exemple le paradoxe de l'information, des choses qui sortent quand on considère comment la relativité générale et la mécanique quantique interagissent. Donc, on a vu qu'on peut reproduire les attentes classiques de la relativité générale classique, comme les déflexions gravitationnelles ou les effets des marées. Et, disons, on a pu faire ça dans une description qui préserve l'unitarité. Une chose intéressante, c'est que dans le régime où les effets de la taille de la corde dominent, on a vu qu'on peut faire les calculs et on ne trouve pas aucune évidence d'une formation de trous noirs, mais par contre, on trouve des phénomènes qui ressemblent beaucoup à la formation de trous noirs. C'est-à-dire l'état final commence à être très mou en termes d'énergie des états finaux. Et disons, il y a même une ressemblance en termes d'énergie caractéristique avec une radiation de Hawking. Par contre, dans le régime que je décris aujourd'hui, donc où on a des champs gravitationnels forts, disons, les succès encore un peu limités, mais peut-être avec surprise, mais on a trouvé que même avec des approximations très crudes, on a pu reproduire à un niveau semi-quantitatif les attentes basées sur ces
ces critères d'effondrement. Mais on doit mettre un mais, un mot de caution, qu'on n'est pas encore sûr si ces résultats vont rester tels quels quand on aura un traitement un peu plus complet, en particulier de cette dynamique longitudinale. Et on a des signaux, peut-être qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas trop bien dans les approximations. Vous savez, c'est possible qu'on a trouvé un problème similaire à ce qu'on voulait résoudre, plus facile, et qui est un petit peu dans la même classe d'universalité, donc on a à peu près les mêmes phénomènes critiques, mais dans les détails, ce n'est pas effectivement les mêmes problèmes. Mais je pense une leçon qui me semble émerger de tout ce qu'on a fait, c'est de dire que la transition entre ce qu'on appelle un régime dispersif, où, disons, l'énergie initiale va être renvoyée à l'infini après la collision, et les régimes d'effondrement semblent être plus doux que dans les cas classiques. Dans les cas classiques, il y a vraiment cette surface critique. D'un côté, il y a l'effondrement, de l'autre côté, il n'y en a pas. Il semblerait que la mécanique quantique rend la transition entre les deux régimes plus douce, comme si graduellement, disons même dans les régimes dispersifs, doucement, on se prépare à avoir des états finaux qui ressemblent à ceux qu'on s'attend avec la physique des trous noirs. Donc, c'est ce que je dis là, que quand on va vers un paramètre d'impact critique, la nature même de l'état final change graduellement et devient plus typique d'une radiation à la Hawking, c'est-à-dire des multiplicités très élevées de particules et des énergies très basses. Bon, finalement, il y a cet espoir que si on considère des collisions par des brins, on peut réétudier plusieurs de ces problèmes-là dans un contexte plus facile. On a sûrement pu faire beaucoup plus d'avance quantitative dans les cas de la collision sur les brins. Vous avez vu qu'on a des formules très précises avec tous les facteurs. On peut faire une comparaison vraiment quantitative exacte entre les résultats du calcul dans l'espace-temps plat et c'est ce qu'on s'attend si on utilise cette géométrie. Et on peut espérer d'arriver à étudier les phénomènes de capture des particules dans un champ gravitationnel fort. Et comme prospectus pour le futur, on devrait pouvoir aller au-delà du système de brins qu'on a considéré. Ce sont des brins infinis et, comme je vous ai dit, qui sont tous empilés l'une sur l'autre. Alors, une chose qu'on peut faire, c'est d'enrouler, et on l'a déjà entendu dans les séminaires du professeur Bacas, pour avoir des trous noirs avec des brins, on doit considérer un espace de dimensions supplémentaires comme un espace compact et enrouler ces brins sur des cycles dans ces espaces compacts. Donc, comme ça, si on les voit de loin, ils sont comme des objets compacts. À ce moment-là, le problème peut devenir un peu plus compliqué, mais aussi plus intéressant parce qu'on aura une collision entre une corde, par exemple, et un trou noir, mais où le trou noir est décrit comme un système, comme un état pur, plutôt que
quelque chose qui a une entropie. Donc, l'autre chose qu'on aimerait très bien faire, c'est de considérer plus en particulier les cas P égale 3. Le cas P égale 3, je le mentionne parce qu'il est lié à c'est ce qu'on appelle la connexion ADS-CFT. P égale 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la surface d'univers de Lebrun est à 4 dimensions. 3 plus 1. Donc, il y a le temps et il y a plus 3. Donc, c'est exactement comme notre espace-temps. Donc, il y a une conjecture due à Maldacena principalement que la gravitation dans l'espace des anti-de Sitter, qui est rien d'autre que l'espace, la métrique que j'ai écrite tout à l'heure, avec un P générique. Si on prend le cas particulier P égale 3, peut-être comme on a un peu de temps, je reviens à la métrique, voilà. Si je prends P égale 3, d'abord, le dilaton devient une constante, donc banale. Il y a, c'est vrai, ce champ qui n'est pas banal, mais regardons là, la fonction h de R devient 1 plus R sur grand R sur petit r à la puissance 4. Si on va étudier cette métrique tout près de R égale 0, on dirait d'abord, ah, oulala, tout explose. Mais à nouveau, c'est quelque chose qui dépend du système de coordonnées. Et en effet, si on étudie cette métrique-là pour R qui va vers 0, on trouve un espace-temps très régulier. C'est ce qu'on appelle l'espace des anti-de Sitter. C'est-à-dire c'est un espace à courbure constante et négative. On l'appelle anti-de Sitter simplement parce que c'est de Sitter avec un signe moins. Si vous voulez, c'est l'espace-temps, c'est une solution des équations d'Einstein s'il y a une constante cosmologique négative. Tandis que de Sitter, c'est un espace-temps qui est solution des équations d'Einstein avec une constante cosmologique positive qui a des applications en cosmologie pour l'accélération de l'univers et tout ça. Donc ça, ce n'est pas anti-de Sitter. Mais disons, il y a cette conjecture très intéressante de Maldacena qui maintenant, qui date depuis peut-être une dizaine d'années, j'ai oublié même la date, qui a été vérifiée dans beaucoup de situations. Donc c'est presque démontré comme conjecture qu'il y a une dualité entre étudier la gravitation dans un espace anti-de Sitter fois une sphère à 5 dimensions, parce que si on fait les calculs, on a les 4 dimensions, et après il y a la direction radiale, c'est une 5e direction, et après il y a une sphère à 5 dimensions. Donc dans cet espace à 10 dimensions, avec notre Browne, on peut faire une théorie de la gravitation, mais on peut aussi étudier une théorie des champs ordinaires en 4 dimensions limitées à les Browne. Donc, si vous voulez, sur ces Browne, sur ces pi Browne, sur cette surface d'univers des Browne, on a des cordes ouvertes qui définissent une théorie des jauges. Et comme on a n, grand N, de Browne coïncidentes, vous vous rappelez que ça va définir une théorie des jauges UN, parce qu'on a n à la puissance 2 bosons de jauge. Donc, M. Maldacena a conjecturé, et il y a beaucoup de résultats qui confirment cette conjecture, qu'il y a une dualité, une correspondance entre ce qu'on peut calculer dans la théorie des jauges dans l'espace 4 dimensions et c'est ce qu'on peut calculer dans la théorie de gravité
dans la gravitation en 10 dimensions. Et la chose intéressante, c'est qu'on peut faire des calculs faciles dans la gravité et obtenir des résultats complètement non banals sur les côtés théorie des jauges et vice-versa. Parce qu'il y a une dualité entre une constante de couplage fort dans la théorie des jauges et une géométrie peu courbée dans la gravitation. Donc, je pense que avec ces systèmes ces problèmes de collision des cordes fermées sur un système de 3 brane, P égale 3, on peut arriver à trouver de nouveaux résultats dans le contexte de cette correspondance ADS-CFT. Donc, c'est un des problèmes qu'on est en train de faire. Pour conclure, je vous donne un petit peu les plannings pour les 3 semaines qui nous restent. Je pense que ça va être plus doux et moins technique, comme je dis. Donc, on va parler de cosmologie en théorie des cordes, avec une petite introduction au rappel de ce que c'est la cosmologie inflationnaire, l'inflation, pourquoi l'inflation, quelles sont les bonnes choses et les moins bonnes choses de l'inflation. Et après, on va présenter différents modèles cosmologiques basés sur la théorie des cordes. Et en particulier, je vais déjà faire la pub pour les séminaires qui donnera M. Defayet de l'IAP de Paris sur, disons, faire de la cosmologie avec des grandes dimensions supplémentaires de l'espace. En particulier, c'est ce qu'on appelle l'univers branaire et la cosmologie branaire, parce que M. Defayet, avec d'autres Parisiens, c'est un des pionniers de ces domaines-là. Donc, et après, on va aussi discuter un petit peu des tests, si on peut utiliser la cosmologie pour tester la théorie des cordes. Parce qu'on entend souvent dire que la théorie des cordes n'est pas falsifiable. Et donc, on va voir si, d'un côté, la théorie des cordes peut être utile pour faire de la cosmologie, et au contraire, si la cosmologie ou les observations cosmologiques peut aider à tester la théorie des cordes. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine, si vous voulez bien. Merci.